Ah, je suis beau? Oui. Frais comme un gardon. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo YouTube à la maison, je sais même plus par où commencer. Parce que vous voyez cette vidéo après celle de la semaine dernière où je suis déjà à la maison, mais je tourne celle-là en premier parce qu'elle me tient à cœur. Ça va pleurer dans les chaudières. Mais déjà, je peux être poli, vous demandez comment ça va. Je peux éviter de m'énerver aussi. Je sais pas pourquoi je m'excite là. J'espère que vous allez bien. Ah, j'ai pas remué le chocolat. Moi, vous voyez, ça va pas. J'ai pas remué le chocolat. Tout le chocolat, il est au fond. J'ai fait hier une séance de sport avec Sissi Mua. Enfin, elle était pas là physiquement. Enfin, j'avais l'impression qu'elle était là. J'ai fait une vidéo YouTube là, abdos et booty on fire. J'ai mal au cul. Oh là 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 là, les jambes et tout me fait mal. Je sais pas, je me suis dit, allez, vas-y, on y va, ça va te faire du bien le sport. Et voilà. C'est nul ce que je raconte. Vous savez quoi? On va passer direct au générique, on va commencer la vidéo direct. Parce que là, ça parle, ça chauffe, il n'y a rien qui sort de la culotte. Générique! Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'll never tell. You know you love me, XOXO, no tono. J'ai l'impression qu'en fait, que les personnes n'en parlent pas ou n'osent pas en parler parce que c'est vrai que c'est hyper compliqué d'en parler. Parce que c'est... Bundia mes petites gousses d'ail, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo pas drôle, je pense que ça concernera que certaines personnes d'entre vous. Mais ça me tenait à cœur de la faire parce que les crises d'angoisse, l'anxiété, l'agoraphobie, la phobie sociale c'est quelque chose que j'ai vécu et que je peux vivre encore. Hein. Tout n'est pas rose, mais je vais vous expliquer tout mon chemin depuis. Parce qu'il y en a qui me suivent depuis très longtemps. J'avais fait une vidéo en 2019 en vous parlant de mes crises d'angoisse. C'était la première fois que je parlais sur les réseaux sociaux de mes crises d'angoisse. Et ça m'émeut déjà de faire cette vidéo-là parce que je me dis, wow, le chemin parcouru. Bref, mais donc, on va pas pleurer. Merde. Pardon, excusez-moi. Et en fait, j'avais fait cette vidéo, c'était la première fois que je vous en parlais parce que j'osais en parler à personne. Mes amis savaient, mais je ne leur racontais pas en détail tout ce que je subissais dans mon cerveau, comment ça fonctionnait. Et en fait, ça a été révélateur. C'était en décembre 2019, je m'en souviendrai toujours. J'ai fait cette vidéo et vous avez découvert mes crises d'angoisse, mon agoraphobie, ma phobie sociale. En même temps, mes amis en ont appris un peu plus sur moi grâce à cette vidéo. Je la mets juste là. Du chemin a été fait et du coup je me sentais de faire cette vidéo maintenant parce que je pense que je peux peut-être apporter quelques petits conseils, vous raconter ma vie parce que j'adore déjà ça, raconter ma vie, mais en même temps peut-être vous donner un exemple. Alors je suis pas le Dalai Lama, je suis pas un exemple de vie, mais peut-être vous montrer qu'on peut s'en sortir parce qu'on entend souvent le négatif, on entend souvent les gens qui sont en pleine crise d'angoisse qui en parlent, mais ceux d'après, on n'en entend pas forcément parler. Et moi j'aurais bien aimé à l'époque où je faisais des crises d'angoisse, trouver quelqu'un qui me dise sincèrement les crises d'angoisse ça va vachement mieux. Parce que c'est vrai qu'en fait que vous me voyez voyager tous les mois, d'ailleurs ça fait l'objet de... C'est pas grave, hein, je m'y attarde pas parce que pour moi la vie est belle, mais ça fait l'objet de critiques tous mes voyages, mais sachez que j'étais enfermée moi pendant 10 ans chez moi à limite ne pas pouvoir aller au Intermarché faire mes courses à l'heure où je voulais parce qu'il y avait trop de monde et donc il fallait que je me lève très tôt. Bref, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et maintenant oui, je voyage tous les mois, donc les gens me disent oh l'empreinte carbone tout ça, oui mais je n'ai pas vécu, donc maintenant je rattrape ma vie. Voilà, c'est comme vous savez un mec de la quarantaine qui a l'andropause, c'est un peu le genre de ménopause, vous voyez pas ce que c'est. Ben c'est pareil, je fais ma petite crise, donc je pense que ça va durer 2-3 ans, je vais exploser les compteurs de vol. Voilà, ça plaît, tant mieux, voyager avec moi, ça plaît pas, c'est pas grave. Je suis là pour vivre ma vie et non écouter ce que les autres pensent de moi. J'ai aucun compte à rendre. Voilà. Donc je voyage, mais bref, ce n'est pas la question, mais voilà, vous êtes énormément en fait à suivre mes voyages et il y en a plein qui sont là depuis plus de 4 ans, c'est hallucinant, et qui me disent mais James, mais Nolito, mais James, mais tu voyages et tout, c'est extraordinaire par rapport à comment t'étais avant, waouh, enfin comment t'as fait tout ça. Alors, avant de commencer à répondre à vos questions et à vous raconter la petite histoire résumée pour éviter ceux qui ont déjà vu la vidéo de répéter, c'est hallucinant et je vous jure ce n'est pas fait exprès, comme quoi des fois mon intuition et l'hasard fait bien les choses, mais enfin moi je crois plutôt en l'intuition dans ma vie. J'ai reçu mon livre en format pocket. Alors c'est incroyable parce que je voulais faire cette vidéo depuis un mois. Je suis partie à Miami, au Mexique, et je me suis dit je rentrerai, je ferai la vidéo. Et en fait, pendant mon voyage, j'avais complètement oublié, mais ma maison d'édition et mon agence m'ont contacté pour me dire ça y est, le livre est aussi sorti en format pocket. Ce livre a 1 an et demi maintenant. Il est sorti. Je vais tous les sortir, hein, tant qu'à faire. Ce livre est sorti en format normal en 2021. Puis après, en 2022, est sorti le deuxième livre. Crise d'angoisse, dépendance affective, bref. Wouh, que des choses gays. Mais pour parler plus sérieusement de celui-là, il est sorti il y a 2 ans. Et en fait, Pocket, il a marché. Et en fait, Pocket a racheté les droits, je sais pas comment on peut dire, pour le faire en format Pocket.
Voilà. Et je l'ai reçu, enfin vraiment c'est un concours de circonstances, je le jure, je n'ai pas fait ça pour faire vendre ce livre. Je l'ai reçu pile poil au moment où je parle de mes crises d'angoisse et ce livre parle de 28 ans d'angoisse parce qu'il est possible de vivre avec. À cette époque, quand j'ai écrit ce livre, je commençais à m'en sortir avec les crises d'angoisse grâce à plein de choses que j'écris dans le livre, mais je vais vous en parler brièvement là aussi. Et maintenant, je peux vous en parler après ce livre. Ça fait plus d'1 an et demi, donc je peux enrichir ce qu'il y a dans le livre. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos. Il est sur tous les sites. Voilà. Donc, je n'ai pas écrit les réponses aux questions que vous m'avez pu me poser parce que en fait, je préfère être au naturel et vous répondre du tac au tac. Donc, ça va peut-être être un peu décousu, mais je préfère faire comme ça que lire un texte. Sinon là, ça va mener à rien cette histoire. Alors, j'ai fait en 4 temps, ma vie avant les crises, ma vie pendant les crises, ma vie après les crises, et après je vous réponds à vos questions. Je fais brièvement le avant et le maintenant parce que j'en ai déjà parlé dans la vidéo que je vous ai parlé, c'est l'épisode 32. Avant les crises, moi déjà j'étais un enfant très stressé, toujours très angoissé. Je veux dire à chaque fois je l'explique dans le livre parce qu'en fait je l'explique beaucoup plus développé, mais on va dire qu'en fait avant mes crises d'angoisse, je faisais déjà d'autres angoisses. Par exemple quand j'étais petit, je me faisais vomir. Pas du tout de l'anorexie ou de la boulimie, pas du tout. C'est juste que j'avais un besoin d'attention, j'avais un besoin d'attention. Après ça c'est passé, j'étais voir une psychologue, j'en ai pas le souvenir, mais ça a commencé déjà 3-4 ans déjà, j'allais voir une psy. Ensuite j'avais des migraines nerveuses et c'était tous les jours. Donc en fait c'est devenu psychologie, je prenais des Doliprane tous les jours. Je me suis explosé l'estomac, je me suis explosé l'intérieur du corps, j'en subis encore les frais. Donc pour vous dire en fait j'ai eu plusieurs stades d'angoisse, de stress, il y avait un mal-être à l'intérieur tout simplement, mais je vous en parlerai plus tard après de pourquoi je pense que c'était un mal-être. Parce que déjà je peux vous dire pour moi tous les soucis qu'on a qui sont psychologiques, le fait d'avoir peur de vomir, le fait d'avoir peur du monde, le fait d'avoir peur de tomber dans les vapes, tout ça c'est un problème sous-jacent. Ce n'est pas ça le problème, c'est là où prend racine ce problème. Mes crises d'angoisse ne sont pas nées comme par magie, elles sont nées du fait de ma jeunesse, de quand j'étais petit, de mon éducation, enfin bref tout ça, de la zone dans laquelle tu vis et tu te développes, c'est là où ça naît. Donc en fait, ce n'est pas en se disant je ne fais plus de crises d'angoisse qu'on n'en fait plus. Il faut déjà aller au problème de base, à la racine, c'est dans nos 7 premières années apparemment comme dit ma psy. Bref, on en reviendra après. Donc avant mes crises d'angoisse, déjà je faisais plein de trucs, des migraines, peur de vomir, après j'avais des pellicules, j'avais des crises comme d'eczéma aux cheveux, bref, plein de sortes de... Mon corps me faisait passer un message. Moi c'est comme ça que je l'interprète et je pense que c'est ça. Mon corps me faisait passer un message, il y a quelque chose qui n'allait pas et il faut régler ce problème-là. Enfin, il faut aller à la racine. Mais bon, moi, je voyais pas ça. Pour moi, c'était les Doliprane, il fallait prendre des cachets. Les crises d'angoisse, c'était de ne plus d'éviter les moments, donc en fait, de fuir. En fait, on essaie de trouver des solutions sur le moment qui nous font du bien. Par exemple, de fumer la cigarette. J'ai fumé pendant 12 ans et demi, de mes 12 ans et demi jusqu'à mes 25 ans. J'ai arrêté depuis 5 ans, je n'ai pas retouché. Mais voilà, en bref, on trouve des substituts qui nous font du bien sur le moment, mais ça règle pas le problème, au contraire, ça nous l'envenime. De fuir les crises d'angoisse, t'en fais de plus en plus et tu fais moins de choses. De prendre des cachets pour les migraines, ton cerveau prend l'habitude et tu prends tous les jours des cachets pour les migraines. Bref, donc j'ai compris que le problème venait d'avant. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'avant les crises d'angoisse, déjà, il y avait déjà des trucs qui n'allaient pas. Pendant les crises d'angoisse, ça s'est fait petit à petit. Et c'est en fait, je suis restée focalisée sur mes crises d'angoisse. Je ne sais plus faire des crises d'angoisse. Le problème, c'était la peur de faire des crises d'angoisse. J'en ai fait une au collège, je ne l'ai pas retenue. J'en ai fait une au lycée qui a commencé à m'enfermer. J'avais de plus en plus peur. En fait, on se souvient toujours de la première crise d'angoisse qu'on fait. On se souvient de l'heure, du jour, de ce qu'on faisait. C'est quelque chose de très marquant parce que tu as l'impression que tu vas crever. Donc en fait, tu t'en souviens toute ta vie, j'ai l'impression. C'était en maths, un jeudi matin. Et en fait, après, le jeudi d'après, je me disais, je vais refaire une crise d'angoisse. Donc en fait, tu as peur de refaire une crise d'angoisse au même moment, au même événement. Donc après ça s'est un peu calmé, j'ai réussi à supprimer les crises d'angoisse, même si c'est pas ça qu'il faut dire parce qu'on ne supprime pas une crise d'angoisse, on vit avec et c'est comme ça que ça va mieux. Ça vous donne déjà une piste, c'est pas en se disant je vais arrêter les crises d'angoisse que ça partira, au contraire ça reviendra de plus belle. Mais en fait j'ai appris à la fac avec à réviser toute la journée, les cours, enfin tout ça, je me suis enfermée là-dedans et j'ai dû faire une crise en revenant de soirée dans le tram. J'ai eu une bouffée de chaleur, j'étais mal et en fait à ce moment-là je me suis dit mais qu'est-ce qui m'arrive, mais mon Dieu, mais c'est quoi ça? J'étais vraiment mal en sortant du tram, j'ai dû sortir du tram à 2 arrêts avant chez moi. Vous voyez, quand on fait une crise d'angoisse, on se souvient des détails, 2 arrêts avant chez moi. Je rentre chez moi, je me dis, mon Dieu, mais si ça me réarrive. C'est pas bon de faire des crises d'angoisse quand t'es quelqu'un qui te pose 10 000 questions, parce qu'après ça, je m'en suis posé 10 000, je me suis dit, mais imagine, ça revient. Et effectivement, en fait, en m'inquiétant, ça commence à revenir en tram, donc j'ai arrêté les trams. Après, je commençais à avoir plus en plus de mal dans les amphis, avec le monde, donc je commençais à être phobique sociale, agoraphobe.
C'est-à-dire que plus il y avait du monde, plus ça me stressait. Du coup, je faisais des crises d'angoisse. Donc, dans l'amphithéâtre, je commençais à me mettre plutôt sur les côtés pour éviter d'être au milieu. Et si jamais j'avais une crise, je pouvais fuir. Puis après, j'ai commencé à me dire, mais le plus simple, c'est d'être sur les côtés, mais tout en haut ou tout en bas. Comme ça, je peux sortir. Puis après, ça a été tout en haut. Comme ça, personne ne me voit sortir. Vous voyez, plus ça allait, plus en fait, je m'éloignais de la vie, tout simplement. Plus ça allait, plus je me bloquais. Et j'allais vers une fuite constante. Les travaux dirigés, je n'y allais plus. J'étais dispensée. Après, c'était les courses. Faire la queue. C'est à la caisse, c'est là, mais oh là, c'est trop long, c'est trop long, c'est trop long. J'arrive, enfin, je commençais à avoir des crises d'angoisse, donc il fallait pas faire la queue. Donc je me levais à 7h du matin pour aller faire mes courses. 7h30, j'étais en train de faire les courses, moi, la gueule dans le cul. Mais parce qu'il y avait personne. C'est des exemples parmi tant d'autres. Le cinéma, c'était pareil. J'y allais à des heures. Si j'avais un film que j'avais en tout prix envie de voir, je n'allais pas à sa sortie, j'attendais 15 jours, au moins. Ou j'y allais le matin. Enfin, je continue à aller le matin, c'est génial le matin. Franchement, tout le monde me dit, mais t'es bizarre d'y aller le matin, mais c'est génial. Tu te pousses, t'as l'impression d'être au déjeuner, au petit-déj. C'est génial, j'adore. Puis en plus, c'est pas cher. Je trouve que c'est moitié prix quasi. Mais voilà. Donc, j'ai commencé à ne plus vivre, à faire de moins en moins de choses. Les seules choses que je faisais, c'était voir mes amis chez eux ou chez moi et ma famille. Mais il n'y avait plus de restaurant parce que voilà, je me disais, mais imagine, tu fais une crise à table, t'es enfermé, tu peux pas partir. Et puis finalement, la fin de quand j'ai vécu avec les crises, c'est que je ne faisais plus rien quasiment. Entre temps, j'ai vu un psychiatre, une hypnotiseuse et ça n'a pas marché. Alors je dis pas que le psychiatre ça ne marche pas, l'hypnotiseuse ça marche pas, c'est juste que ça n'a pas marché avec moi. Et attention, se fait des crises d'angoisse, d'agoraphobie ou phobie sociale, si ça ne marche pas avec un psychologue, c'est pas la psychologie qui ne marche pas avec vous, c'est aussi la personne. Le psychiatre, l'hypnotiseuse, je suis sûre j'aurais changé d'hypnotiseuse, peut-être que ça aurait très bien marché. Moi j'ai préféré aller voir un psychologue et là ça a marché, un psychologue spécialisé en EMDR, mais je vous en parlerai dans les questions parce qu'il y a des questions qui viennent là-dessus. Voilà, donc tout ça pour vous dire que ne désespérez pas, vous n'êtes pas seul, ça va aller, on peut s'en sortir. Peut y arriver. Juste, si vous faites le psychiatre et ça ne marche pas, ne vous dites pas la psychologie, le psychiatre, ça ne marche pas, c'est terminé pour moi. Soit changez de thérapie, faites l'hypnose, faites la psychologie, il y a quoi, de l'acupuncture, essayez plein de choses, mais ne vous dites pas c'est la discipline qui ne marche pas, c'est peut-être juste vous n'avez pas d'atome crochu. Moi avec le psychiatre, je n'avais pas d'atome crochu. Je le voyais bien, j'ai arrêté. Mouche. Merde, j'ai arrêté, ça ne marchait pas. Mais l'hypnotiseuse, pareil. Mais encore une fois, j'aurais pu faire une autre hypnotiseuse, ça aurait pu marcher. Bon, je suis bien tombée sur ma psychologue en EMDR, je suis très bien tombée, je suis très heureux. Je continue à la voir, je vous dirai pourquoi, mais voilà. L'après-crise d'angoisse, je pense qu'en répondant à vos questions, je peux faire un après. Si à la limite, dans les questions, ça ne répond pas à l'après-crise d'angoisse, je ferai un résumé à la fin. Je suis très sérieux, hein. Mais voilà, ça me tient à cœur de faire cette vidéo. C'est une vidéo qui touchera pas tout le monde. Mais en attendant, si ça peut aider, si ça peut soutenir certaines personnes, je le dis à chaque fois, mais j'aurais tellement aimé que moi, à cette époque, il y ait des gens qui me soutiennent. Et donc je me dis, c'est mon devoir de vous le faire. Bref. On va y arriver. Question. Quelles étaient les causes de mes crises d'angoisse? D'où venaient tes crises d'angoisse? Je crois que en fait, je parle tellement que j'ai déjà répondu à la question, mais les causes, je pense, c'est quand j'étais petit, j'ai eu un papa très stressé, une maman très stressée, de parents angoissés. Ce n'est pas leur faute. Il ne faut pas en vouloir à nos parents. Ils ont fait ce qu'ils ont pu et eux aussi, ils ont eu des parents ravagés. Donc, en fait, entre parents ravagés, on crée une famille ravagée. Donc, on ne peut pas en vouloir à nos parents. Enfin, moi, je me dis, chacun a son histoire et c'est ce qui fait ce qu'on est aujourd'hui. S'il y a quelqu'un d'aigri aujourd'hui, c'est parce qu'il a eu une sacrée histoire. S'il y a quelqu'un de dépressif aujourd'hui, c'est parce qu'aussi il a eu une histoire. En fait, je me permets pas de juger les gens parce que je me dis on a tous une histoire et c'est ce qui fait ce qu'on est aujourd'hui. Donc je ne les juge pas, c'est comme ça. Et moi peut-être si un jour j'ai un enfant, ça se trouve je lui transmettrai mes angoisses. Que Dieu m'en préserve, j'espère que non. Mais voilà, donc mes parents, je vivais dans une cellule très angoissée où tout le monde avait peur de tout. Je n'avais pas le droit de toucher le moindre caillou, que tout le monde avait peur. Ma mère était sur mes basques. Enfin j'étais très collée à ma mère et mon père était faire attention à tout. Donc j'étais dans une cellule comme ça où en fait je ne pouvais pas faire grand chose. C'est comme ça que je pourrais le définir. Donc j'étais déjà très angoissée et la peur du vivant, la peur des gens, la peur du monde, de ce qui m'entoure. Donc c'était forcément que les crises d'angoisse là-dedans elles naissent. Ma mère était déjà faisait de la spasmophilie, ce qui est un peu des crises d'angoisse, et mon père m'a dit qu'il en avait déjà fait des crises d'angoisse. Donc déjà l'hypnotiseuse, il y avait une chose que je retiens de positif d'elle, enfin de ce qui est vrai ce qu'elle m'a dit, c'est que quand on a un parent angoissé, on a une chance sur deux d'être angoissé. Quand on a les deux, bon bah on est angoissé. Voilà. Donc en plus c'est dans les gènes, ça peut se transmettre, les crises d'angoisse, tout ça, apparemment c'est quelque chose qui peut se transmettre dans les cellules, je sais pas. Donc bonjour.
Voilà. Mais bref, je vais pas raconter la vie de mes parents, mais bon, ils ont eu aussi leur vécu, donc ce qui fait que j'ai eu du coup mon vécu. Mais voilà, ça vient de là, ça vient de tout petit. Je pense aussi ça vient de mon adolescence. Vu que j'étais efféminée et gay, je savais même pas que j'étais gay, mais on me mettait déjà cette étiquette. Hein. Et je pense que de subir des critiques, des vannes, sale PD, t'es efféminée, t'es gay, nanana. Je pense que ma confiance et mon estime en moi a vachement baissé et ça a fait surgir les crises d'angoisse. On va dire que les crises d'angoisse étaient sous-jacentes avec mon éducation, comment j'ai grandi, et elles ont explosé au collège parce que c'était le bon moment, c'était le moment de faiblesse. T'es pas bien, tu grandis, t'essayes de te développer dans tous les sens et paf, on m'a attaqué dans tous les sens, donc c'est là qu'elles sont nées. Donc faut pas croire, en fait, c'est vraiment ça, je pense, la clé. C'est pas se dire je fais des crises d'angoisse, je vais essayer de les éradiquer et aller mieux comme ça. C'est pas de la magie, il faut comprendre d'où ça vient déjà. Ça fait du bien parce que tu te dis ok, ça vient de là, je ne suis pas taré, ce n'est pas ma faute, c'est comment j'ai grandi dans cette cellule-là, comment je me suis développée, c'est à cause de ça que mes crises d'angoisse sont arrivées. Les crises d'angoisse, c'est juste un message. Ce n'est pas le problème vient d'avant. Les angoisses, c'est, on va dire, un effet, un résumé. Enfin, les crises d'angoisse, c'est le message que le corps te dit ça va pas. Moi, j'ai compris comme ça à la fin, j'ai fini par le comprendre avec la psy, qu'en fait, mon corps me disait ça ne va pas, tu t'oublies, tu es en train de te laisser, tu es en train de t'abandonner. Parce qu'avant, moi, je me disais, ouais, les crises d'angoisse, je commençais comme ça avec putain de mouche à merde. Je commençais comme ça avec la psy. Je me disais, je vais au Intermarché, je me dis, je ne vais pas faire de crise d'angoisse. Je vais vous donner un exemple que m'a donné la psy. Si je vous dis de ne pas penser à un éléphant rose là, vous pensez à l'éléphant rose. C'est pareil en fait. Je ne vais pas faire de crise d'angoisse, c'est le meilleur moyen de faire une crise d'angoisse. Plutôt que de se dire ça, c'est de dire, si je vais faire une crise d'angoisse, ce n'est pas grave. Je vais rester en vie. Tout va bien, je suis là, je suis au moment présent, ça va. Et maintenant, je ne vais pas vous dire que je n'ai plus de crise d'angoisse dans ma vie, j'en ai encore, mais je ne les rends plus importantes. Je me dis, si tu as une crise d'angoisse là, c'est parce que là, tu as soit du surmenage, soit ça ne va pas, c'est qu'il y a un message derrière. Donc reviens sur toi, recentre-toi. Voilà, vous voyez, avant, je me serais dit, oh là là, ça recommence. Non, je me dis, il y a une crise d'angoisse là, c'est qu'il y a un message à écouter derrière, c'est que ton corps veut te faire passer un message. Tout simplement. Ta technique pour arrêter les crises d'angoisse, comment les anticiper, qu'est-ce qui t'a le plus aidé pour t'en sortir, des tips. Alors, comment les anticiper? Il faut pas. C'est pas une question à résoudre. Parce que plus tu vas anticiper les choses, plus tu en feras. Il faut vivre le moment présent et ne pas se poser de questions. Je sais que c'est facile à dire. Quand elle me dit ça à la psy, je te dis, qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? Elle me raconte ça aussi pour les hommes, de pas me poser 10 000 questions. En ce moment, j'ai envie de lui dire, mais c'est facile de dire de pas se poser de questions quand t'as une tête qui s'en pose 10 000. Donc, merci, mais ton truc magique, ça ne marche pas. Mais en fait, il faut vivre le moment présent, faire les choses sans calculer. Parce que si tu calcules, ça veut dire déjà que tu évites. Genre en se disant, ok, alors là, je vais sortir. Mais je vais sortir à cette heure-là. Comme ça, j'évite et j'anticipe mes crises d'angoisse. Donc en fait, tu te modélises par rapport à ta crise d'angoisse et rien ne change. Parce qu'en fait, tu essayes de passer entre les mailles du filet, mais il n'y a rien qui change. Parce qu'en fait, tu ne te confrontes pas, mais tu ne vas pas vers les crises d'angoisse. En fait, il faut les apprécier, il faut les aimer, ces crises d'angoisse, parce que c'est ce qui fait ce qu'on est aujourd'hui. Moi, c'est comme ça que je suis partie sur les crises d'angoisse. Je me suis dit, alors je dis pas mes crises d'angoisse, je t'aime si j'en fais une, mais je vais vous donner un exemple. Sans mes crises d'angoisse, je ne serais pas là aujourd'hui. Je ne serais pas sur les réseaux sociaux. J'ai eu un besoin de reconnaissance. J'ai eu un besoin qu'on m'aime, qu'on me valide. J'ai eu un besoin de sortir de cette chrysalide où j'étais enfermée avec mes crises d'angoisse, et faire les réseaux sociaux, ça m'a permis de sortir de tout ça. Mais sans les crises d'angoisse, j'aurais pas eu besoin des réseaux sociaux. Je n'aurais pas fait les réseaux sociaux. Je ne serais pas sur les réseaux sociaux. J'aurais vécu ma vie autrement. J'aurais pas eu besoin des réseaux sociaux pour m'en sortir. Là, je ne sortais plus de chez moi, donc mes crises d'angoisse me permettaient inconsciemment de sortir, mais j'aurais pas eu besoin de tout ça. Je pense que je n'aurais pas fait les réseaux sociaux. Donc en fait, il faut rendre à César ce qui est à César. Je remercie mes crises d'angoisse, parce que c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui. Je suis maintenant épanouie, je gagne de l'argent plus que bien, hein, je vis plus que bien. C'est grâce aux crises d'angoisse. Et en fait, quand tu les remercies, quand tu comprends qu'elles sont là pour te faire passer un message et qu'elles ont fait ce qui tu es aujourd'hui, en fait, elles finissent par pas disparaître complètement, parce que des fois, je suis fatiguée et elles peuvent revenir. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'ai fait une sacrée crise d'angoisse dans le train. Mais au lieu de rester dessus et de me dire, oh là là, ça recommence, je me suis dit, ok, j'aime cela, c'est que ça va pas, c'est que t'es en train vraiment de t'oublier, c'est que là, vraiment, ton cerveau, il est en train de flancher. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas faire de la méditation, mais j'essaie de me recentrer. Là en ce moment, il y a des moments où ça ne va pas du tout. Je lis, je regarde mes séries, je décroche du téléphone, j'essaie de faire d'autres choses, mais me recentrer sur moi-même, et ça va beaucoup mieux. On s'oublie avec le travail, les études, on s'oublie complet. On se laisse dépérir. Le travail, oui mais j'ai pas le temps de faire ci, oui mais j'ai pas le temps d'aller chez la psy, oui mais j'ai pas le temps de ceci. Si, il faut avoir le temps, parce que s'il n'y a pas la santé, on peut rien faire. C'est vraiment le truc. S'il n'y a pas la santé, on peut rien faire. Donc il faut se chérir et penser à soi, guérir déjà. Voilà, moi là hier je devais faire plein de choses, travailler plein de choses, j'ai travaillé, mais à un moment donné j'ai dit stop et j'ai été lire. Voilà, je me suis dit non, ça va pas, j'avais la boule au ventre, ça n'allait pas, je me suis dit non, il faut que j'aille lire, faut que je fasse quelque chose, pourtant je suis pas quelqu'un qui lit, faut que je fasse quelque chose pour moi. Donc j'ai fait ça, après j'ai regardé ma série le soir, j'ai médité une demi-heure, bon c'est très difficile à méditer, j'arrive pas avec mon cerveau qui est
réfléchi à 10 000, mais ça m'a fait du bien. Je me suis recentrée sur moi, j'ai fait du sport aussi, et après je me suis dit, à la fin de la journée, j'étais moins mal que le début. Donc voilà, n'attendez pas que la coupe soit pleine pour avancer. Donc voilà, moi mes tips c'est ça, c'est vraiment penser à soi, se focaliser sur soi quand ça ne va pas. Et en fait pas se dire je fais des crises d'angoisse, mais se dire ok je fais des crises d'angoisse, je vais essayer d'aller mieux, donc je vais faire du bien, me faire du bien. Je vous conseille aussi d'aller voir un thérapeute, alors hypnotiseur, psychologue, psychiatre, quand vraiment ça prend trop le pas, il faut quand même se faire suivre. Tout ce que je fais là, ce que j'ai fait hier, d'être beaucoup plus positif faire ces choses, c'est parce que si j'ai quand même eu 2 ans de psy, 3 ans maintenant. Bon, je ne fais pas que les crises d'angoisse, c'est pour ça que ça dure longtemps. Si vous faites juste les crises d'angoisse, ça durera moins longtemps. Mais enfin, je pense, après chacun va à son rythme. Je pense que hier, si j'avais pas fait mes années de thérapie avec la psy, hier, j'aurais pas réussi tout seul à me recentrer sur moi-même. Je me suis rendu compte de tout ça, de cette psychologie, j'ai travaillé sur moi et je vois les choses différemment parce qu'aussi je fais de l'EMDR avec la psy. Alors l'EMDR, pour vous expliquer ce que c'est, enfin, c'est très long à expliquer, mais enfin, en gros, pour vous dire, les gens qui ont subi les attentats au Bataclan ont tous été traités, si je dis pas de bêtises, par le MDR. On va dire que des moments traumatiques de notre vie restent et on va essayer pas de les supprimer de notre tête, ces moments traumatiques qui a pu arriver tout au long de notre vie, mais on va essayer de les rendre pas insignifiants, mais le moment traumatisant, l'événement traumatique, je le vois, mais il ne m'atteint plus. On essaye de le rendre juste une image. Ça ne disparaît pas, je vois tout ce qui a pu se passer dans ma vie, mais ce n'est plus traumatisant. Du moins pas tout, j'ai encore des choses à régler, mais c'est ça. Et en fait, c'est pour vous expliquer comment ça se passe. Je crois que je l'ai déjà expliqué dans la vidéo d'avant, ou alors je l'explique dans le livre parce que ça va être très long à expliquer. C'est un système de soit de tapotage de genoux, comme ça. La psy vous tapote le genou ou les yeux, suivi comme ça. Et en fait, quand vous faites ça, ça reproduit un moment de votre sommeil. Vous voyez, j'ai du mal à l'expliquer, mais ça marche, c'est pas de la magie. Mais en fait, comment vous expliquer? Vous savez, on a déjà vu dans les films ou quoi, quand on voit les yeux qui bougent sous les paupières. Ça, c'est quand t'es dans un rêve, je sais pas, paradoxal. Je sais pas quel rêve t'es. Et c'est là où ton cerveau travaille, enfin, où ton cerveau est plus apte à entendre les choses, ou peut-être aller au subconscient. Vous voyez, j'arrive pas à l'expliquer. Mais bref, et du coup, ça reproduit. Et en fait, d'une image, on va arriver d'une image traumatique, imaginons, tu t'es fait tirer dessus. De cette image-là, va découler d'autres images, d'autres sensations. Par exemple, le MDR, ça a déjà été traité, ma psy m'en a parlé, pour quelqu'un qui a été amputé. Et ça l'a marqué. Et en fait, quand il a fait le MDR, il a ressenti la douleur, comme à l'époque. Alors, ça dure pas 10 minutes, il n'est pas là à terre en train de pleurer, voilà, mais il ressent toutes les sensations. Tu ressens et tu reviens pour revivre, et en fait après tu vois de scène en scène, de sensation en sensation, jusqu'à arriver à que l'événement, elle te dit d'une échelle de 1 à 10, je crois que c'est une 1 à 10 ou 1 à 7, je sais plus. La situation vous met en inconfort ou quoi, et en fait tu réponds par le chiffre 1, 0, de 0 à 7, 0, pas du tout d'inconfort, 7 en inconfort, jusqu'à ce qu'en fait tu arrives à 0. Quand tu arrives à 0, ça veut dire que ce moment traumatisant ne l'est plus. Voilà, si je peux donner des tips, c'est aller voir un psychologue, un psychiatre, un hypnotiseur, le MDR, faites plein de choses. En fait, déjà, essayez de faire plein de choses. Déjà, vous allez vers un pas de changement et d'aller mieux. De ne pas vouloir supprimer les crises d'angoisse, parce qu'on ne supprime pas les crises d'angoisse, on apprend à vivre avec, on les dompte et on prend ça comme un message. Et de se dire que le problème est plus sous-jacent. Donc, c'est déjà de se chérir et de revenir à son moi d'avant, son moi intérieur, et essayer de travailler là-dessus et d'aller. C'est comme ça qu'on va mieux. Comment savoir si ce sont des crises d'angoisse que l'on fait? Alors, en fait, pour moi, toute forme psychologique est comme une crise d'angoisse ou un effet d'une crise d'angoisse. C'est-à-dire que moi j'avais le cœur qui palpitait, j'avais des bouffées de chaleur, mais en fait le fait d'avoir peur de vomir, le fait d'avoir peur de tomber dans les vapes, de ne plus en sortir, tout ça, pour moi c'est comme ça ressemble, tout est ressemblant. Parce que ça vient d'un problème de base qui peut être le même, un problème de la jeunesse, de l'adolescence, enfin généralement c'est dans les 7 premières années, voilà. Mais la peur de vomir, c'est pas la même chose qu'une crise d'angoisse, mais ça revient au même, le problème vient de base. Ça vient d'avant. Toutes ces peurs qui se ressemblent, ça vient de quelque part. Donc voilà, je peux pas dire... et puis les crises d'angoisse peuvent se faire de 10 000 fois. Il y en a qui ont le cœur qui palpite, d'autres ils ont du mal à respirer. Mais bref, toutes ces choses-là, si vous êtes touché par peur de vomir, peur de faire une syncope, peur du monde même, de tout ça, c'est qu'il y a un truc qui est d'avant. Comment j'ai fait pour m'ouvrir et aller vers les autres? Je l'explique déjà un peu avant, c'est grâce à la psychologue déjà, qui m'a aidé en fait avec le MDR à faire petit à petit en fait. Elle m'a rien obligé à faire. Elle m'a dit essayez ceci, essayez ceci. Là, peut-être que vous pouvez voir vos amis, vous pouvez peut-être prendre le tram 1 ou 2 arrêts, essayez. Puis petit à petit, en fait, quand tu commences à faire la thérapie, tu es de plus en plus positif. De plus en plus, tu te dis, ouais, je peux y arriver. Mais il faut pas trop en faire. Parce que moi, je commençais à vouloir faire 10 000. Le problème, c'est que si tu en fais 10, si tu crois, si tu te lèves demain et tu te dis, c'est bon, plus de crise d'angoisse, si tu commences à vouloir monter le Machu Picchu, maintenant, c'est pas ça, le Kilimandjaro. Arrête, Pamela, on mange pas, Serge. Ils sont en train de se battre,
à la mort. Si tu crois que tu vas monter le Kilimanjaro alors que tu n'as jamais monté de montagne, ou monter l'Everest encore pire, c'est pas possible. Donc là, c'est pareil. On fait étape par étape. Moi, j'ai voulu trop en faire au début, mais bon, étape par étape. C'est qu'il y en a qui me disent, oui, j'ai pas forcément de sous pour un psy. Alors, il y en a, et pour les psys, il y en a, c'est vrai, il y en a, ce ne l'est pas. Je suis désolée. Moi, j'en connais. J'ai connu une personne de mon entourage qui me disait qu'elle avait pas de sous pour les psy. Tous les week-ends, elle sortait pour aller boire des coups avec ses amis. Enfin, je veux dire, à un moment donné, mets ton argent là où il faut. Enfin, moi, j'ai voulu me soigner. J'ai commencé, j'étais étudiant boursier, je gagnais pas des 100 et des 1000 et j'ai pu me permettre d'aller voir le psy une fois tous les 15 jours, pas toutes les semaines, une fois tous les 15 jours, ou même une fois toutes les 3 semaines. Ça a un coût, mais à un moment donné, quand on veut s'en sortir, on peut trouver les moyens. Peut-être pas pour tout le monde, je dis pas, il y en a peut-être qui n'ont vraiment pas de sous, mais dire non, j'ai pas de sous, sors pas un week-end, t'as les sous pour te payer le psychologue. Voilà. C'est à un moment donné, il faut savoir mettre son argent là où on veut. Si on a envie d'aller mieux, on met son argent là où on veut. Moi, j'ai choisi la psy plutôt que sortir les week-ends. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Bon, déjà, je ne sortais pas les week-ends, donc déjà, c'était une bonne excuse avec mes crises d'angoisse, donc j'avais pas beaucoup à dépenser, mais je ne sortais pas de chez moi. Mais voilà, c'est pour dire qu'on peut toujours trouver l'argent, sauf certaines personnes qui, je comprends, qui n'ont vraiment pas de sous. Sinon, mais je sais j'en avais déjà parlé, regardez sur internet, il y a des possibilités d'avoir des séances gratuites. Après, apparemment, c'est pas forcément super bien ça, mais bon, regardez, ça peut toujours aider. Ont-elles complètement disparu? T'estimes-tu guéri? As-tu des rechutes? Pour moi, je m'estime pas guéri. Oui, j'ai eu des rechutes, et complètement disparu, non. Pourquoi? Des rechutes, j'en ai, comme je vous ai dit il y a 2 semaines encore, j'en ai. C'est comme ça, mais j'appelle pas ça des rechutes, et j'appelle pas ça guérir. Pour moi, on apprend à vivre avec. C'est quelque chose qui est en nous, j'apprends à vivre avec. Ça arrive, je n'en fais pas une montagne, c'est comme ça va pas, c'est un message, j'essaye d'arranger les choses, d'aller mieux. C'est comme ça que je le prends. Il faut pas se dire les crises d'angoisse vont disparaître. Ça ne marche pas comme ça. C'est comme si je disais, je sais pas, mes chaussures vont disparaître de mes pieds. Elles vont pas disparaître comme ça, comme par magie. Enfin, pour moi, en fait, ce n'est pas de la magie et ça ne disparaît pas. Pour moi, on vit avec et on va mieux. Et en fait, elles sont là des fois quelques secondes au lieu de 1 heure, 2 heures, 30 minutes. Enfin, genre là, elles sont là quelques secondes. Pouf, ça part. Et pouf, on passe à autre chose. Et en fait, même limite, c'est un cadeau. Parce qu'à ce moment-là, parce qu'il y a des gens qui font pas des crises d'angoisse, qui sont au bord du burn-out, qui font des burn-out, qui sont pas bien en dépression ou je sais pas. Moi, les crises d'angoisse, ça arrive avant toutes ces choses-là qui peuvent nous arriver dans la vie. Ça arrive avant pour nous dire il est temps de s'arrêter. Les réseaux sociaux t'ont-ils aidé? Oui, ils m'ont énormément aidé parce que ça m'a permis, à un moment donné où j'étais pas bien dans ma vie, enfermée chez moi, ça m'a permis de pouvoir m'ouvrir, faire des vidéos, faire rire les gens. Enfin, c'est quelque chose qui fait super plaisir parce qu'en fait, depuis tout petit, les profs disaient à mes parents, mais foutez-le au théâtre, enfin, il est comique, enfin, genre, ça peut marcher et tout. Et moi, en fait, je suis quelqu'un de très timide, mais vraiment très timide. Mais en fait, pour pas le montrer, en fait, je suis quelqu'un qui fait le show. Je fais le show, je fais rire les gens, comme ça, j'ai besoin de validation. Je sais qu'en faisant le show, si les gens rigolent, je suis validée, hop, ma timidité s'en va. Donc, mais je suis quand même quelqu'un de très timide, ce qui ne se voit pas, mais voilà. Et oui, les réseaux sociaux m'ont énormément aidé parce que ça m'a permis de sortir j'avais l'impression, j'étais dans mon studio de 10 mètres carrés, mais j'avais l'impression de ne pas être enfermée parce que je faisais tout le temps des vidéos, je vous parlais, je faisais des lives, ça me sortait de ma zone de confort. Et puis le plus positif, c'est d'avoir écrit ces livres, ces livres sur mes angoisses, c'est énorme parce qu'en fait, en écrivant, je l'avais déjà dit, mais ce livre n'était pas censé être un livre, c'était juste un journal intime à la base pour moi. Et quand j'écrivais, c'était juste pour moi et j'avais dit en story, écoutez, oh là là, j'ai écrit, ça me fait super bien, je pleurais et tout. Quand j'écrivais, je pleurais, je me disais, waouh, je me rends compte de certaines choses. Et la psy m'avait dit, mais continuez. Parce qu'en fait, il y a des choses que vous n'arrivez pas à verbaliser, à faire oralement. Mais là, à l'écrit, vous y arrivez, donc continuez. Et en fait, quand j'en ai parlé en story, des maisons d'édition qui m'ont contacté pour dire mais j'aime ces crises d'angoisse, on en parle un peu, mais pas assez. Et peut-être que ça peut aider certaines personnes. Ça en a fini, ça en est devenu un livre. Et honnêtement, il a, je crois, plus marché que le deuxième. Parce que le premier, en fait, il n'était pas censé être un livre. Le deuxième, je l'ai écrit comme un journal intime, mais je savais qu'il allait devenir un livre. Celui-là, les deux ont été honnêtes. Je suis pas en train de dire que celui-là n'était pas honnête, le deuxième, mais c'est qu'il n'est pas totalement terminé. Enfin, je finirai là-dessus à la fin. Le premier, c'est mon bébé. Enfin, je l'ai écrit pour moi à la base. Je l'ai pas écrit pour quelqu'un. Et ce livre m'a énormément fait du bien et m'a permis de sortir des crises d'angoisse. Parce qu'à la fin de ce livre, je n'étais pas complètement... Enfin, j'avais encore pas mal de crises d'angoisse. Ça allait mieux, mais j'allais pas trop à Paris et tout. Et ce livre m'a fait me bouger le cul, m'a fait aller faire des interviews. Première interview toute simple, on n'est pas beaucoup. Puis après, à finir sur quotidien. Enfin, genre, je veux dire, ce livre m'a permis de sortir de ma zone de confort et de finir le chemin qui était déjà engagé. C'est-à-dire que j'avais quasiment plus de crise d'angoisse. On avait encore, moi je me disais, Paris, le monde, des interviews, tout ça. Je pourrais pas et tout. Et ce livre m'a dit, tu es prêt. Et c'était magnifique parce que il m'a énormément apporté. Et je remercierai jamais assez ce livre. C'est comme si qu'il était humain. Et vous voyez, des fois, je m'oublie en ce moment
moment et je me dis il faudrait que je le relise et je vais le poster vraiment à côté de moi parce que je pense que j'en ai besoin parce que des fois je me perds un peu. J'en ai besoin aussi du deuxième aussi, mais j'ai besoin des deux. Mais voilà, en fait, de me rappeler du chemin parcouru. J'oublie et c'est mes amis des fois qui me disent mais j'aime, mais tu te rends pas compte tes crises d'angoisse, comment t'étais avant et maintenant tu fais plus de choses que nous-mêmes on fait alors qu'on ne fait pas de crise d'angoisse. T'es parti en voyage tout seul, tu fais des activités tout seul, qu'on ne ferait pas nous. Tu vas au restaurant tout seul, mais jamais de la vie nous on irait au restaurant tout seul, on se sentirait mais seul, honteux. Tu vas au Canada, à New York tout seul, enfin genre mais tu fais des plus que ce que nous on ne fait pas. Et je me rends pas compte. Et c'est vrai qu'en vous en parlant, je me dis waouh, le chemin parcouru est exceptionnel. Je suis pas quelqu'un qui me félicite et je devrais le faire. Je devrais le faire parce que c'est extraordinaire ce que j'ai fait. Donc je me félicite. C'est ce que je dis dans les 2 livres, j'aime, j'aime, c'est il faut s'aimer avant d'aimer quelqu'un. Donc aimez-vous. Dites-le vous, votre prénom, moi je dis j'aime, j'aime. Ne vous oubliez pas et ça fait du bien. Vous voyez, je savais qu'il fallait que je fasse cette vidéo parce que je pense qu'elle me fait aussi bien qu'à peut-être certaines personnes d'entre vous. Tout ça pour, je sais plus pourquoi je parlais de ce livre-là, je suis partie, je sais plus où j'en étais. Les réseaux ont-ils aidé? Donc oui, mais les réseaux m'ont aidé parce que ça m'a permis d'écrire le livre et de pouvoir aller de l'avant, et voilà, maintenant où je suis maintenant aujourd'hui, voilà, à avoir des projets, à investir à Tulum, avoir un appartement qui est en train de se construire à Tulum, de voyager partout, enfin, d'avoir des amis, une famille en or, d'avoir une communauté en or, enfin je veux dire tout roule. Bon, il y a certains autres trucs qui ne roulent pas, mais c'est génial. Enfin, franchement, je préfère ma vie maintenant que ma vie d'il y a 4 ans. C'est cool. Ah, Seigneur. Est-ce que dans tes voyages, tu as même peur du monde? Alors, c'est vrai que je faisais encore des crises d'angoisse quand je commençais à voyager. La première fois que j'ai vraiment voyagé à l'étranger, ça a été avec Veven. C'était au Mexique. Ça a été le premier vlog. Encore, il parlait pas trop dans les vlogs. Il était un peu trop timide. Et ça m'a énormément fait avancer sur les crises d'angoisse et les accepter. Parce qu'en fait, à l'étranger, on me reconnaissait pas. Et moi, en France, je n'allais pas encore dans les restaurants. Parce que déjà, faire des crises d'angoisse, ça m'inquiétait. J'avais peur de faire des crises d'angoisse. Mais en plus, je me disais, si les gens me reconnaissent, en plus, ils me verront faire une crise d'angoisse. Donc là, c'était pas possible. Et en fait, à l'étranger, j'ai recommencé à aller au restaurant, à aller au bar, à aller en boîte. Alors en boîte, en France, j'y vais pas. Parce que déjà, je suis pas quelqu'un qui aime les boîtes, forcément. Je recommence à aller au restaurant en France et tout. Pas souvent, mais de temps en temps. Enfin, c'est pas non plus un truc qui m'anime, mais j'y vais de temps en temps. Au bar aussi, mais c'est vrai que quand je l'ai fait à l'étranger, ça m'a permis déjà de faire de l'exercice sans que les gens me reconnaissent. Personne me reconnaissait au Mexique. Donc je fais ça. Après, on est parti 2 mois plus tard au Brésil, qui a fait le sujet du vlog. J'ai fait énormément de voyages avec Veven, plus qu'avec mes autres. Enfin, j'en ai fait aussi avec mes autres amis, mais des voyages à l'étranger dans des pays où on parle pas français, on me reconnaît pas. Ça a été essentiellement avec Veven. Et ce qui était très drôle, parce que lui, il ne m'a pas connu. Il m'a connu 1 mois après les livres. Donc ça allait déjà vachement mieux. Je faisais une interview. Donc lui, il ne savait pas. Quand j'allais au resto, tout ça avec lui, il se rendait pas compte que c'était un énorme pas que je faisais. Genre, il ne m'a pas connu à cette époque-là. Donc voilà. Donc il y a eu des gros pas avec les voyages parce que déjà de prendre l'avion, de faire la queue à la douane, tout ça, ça m'a fait faire de l'exercice. La patience, ceux qui prennent l'avion, surtout quand tu vas à l'international, il faut avoir de la patience dans les aéroports. Je peux vous dire que faire la queue, tu fais ça pendant 2-3 heures. Alors là, ça m'a fait faire de l'exercice. Donc oui, voyager, ça m'a permis de... Peux-tu dire aujourd'hui que tu es heureux? Alors ce serait mentir de dire que je suis complètement heureux parce que j'ai d'autres versants à traiter. Mais en termes de vivre, oui, je vis et je suis beaucoup plus heureux maintenant qu'avant. On n'est jamais à 100% heureux, je pense pas. Enfin si, on peut l'être. Mais je ne suis pas à 100%. On va dire que je suis à 90%, il reste encore 10%. On travaille. Comment gères-tu ta dépendance affective? On y vient. Moi, ça me fait faire des crises d'angoisse. Vois-tu encore ta psy? Oui, je vois encore ma psy. Je vois ma psy par rapport à ma dépendance affective. Pas que ça, mon problème relationnel avec les hommes. J'ai beaucoup de problèmes là-dessus. Genre, je me pose beaucoup trop de questions, des questions négatives, je n'ai pas confiance. Ça fait l'objet de mon 2e livre. Et c'est pour ça que je pense qu'il a moins marché le 2e livre. Je vais être totalement honnête avec vous, parce qu'il n'était pas complètement terminé. Celui-là, on était sur la fin. Les crises d'angoisse, ça allait beaucoup mieux. Là, la dépendance affective, vous voyez, ça fait la moitié d'1 an qu'il est sorti. Il m'a beaucoup apporté à écrire. J'ai chialé ma race, plus que le premier d'ailleurs. J'ai plus chialé avec celui-là. Mais il n'est pas terminé. Je sais que je pourrais en écrire un 3e. Les crises d'angoisse, si j'écrivais une suite, ça durait 10 pages pour dire ça va mieux, voilà, je voyage, tout va bien. Et puis en plus, je le fais. La fin sur les crises d'angoisse, j'en parle dans ce livre. Donc il y aurait pas de suite. Là, il pourrait y avoir une suite. La psy m'a dit il pourrait y avoir clairement une suite parce que c'est pas terminé. La thérapie n'est pas terminée là-dessus, sur la dépendance affective, la peur des hommes. En fait, je raconte que en 29 ans, je n'ai jamais rencontré l'amour. Je n'ai jamais été en couple. Mais bref, tout ça pour vous dire que ma dépendance affective, c'est ça qui me fait des crises d'angoisse des fois encore en ce moment. Mais je sais, donc je reviens sur moi, il faut se recentrer sur soi-même. Pareil pour ceux qui sont dépendants
dépendance affective. En fait, tous ces trucs, en fait, à chaque fois, les problèmes psychologiques, regarde, des dépendances affectives, ça n'a rien à voir avec la crise d'angoisse. C'est quoi le souci? C'est nous-mêmes. C'est qu'on ne s'accorde tellement pas assez de confiance et d'estime en nous qu'on va chercher, on va s'agripper auprès de quelqu'un, de dépendance affective, on s'agrippe auprès de quelqu'un pour vivre. On vit à travers les yeux d'une autre personne. C'est quoi le souci? C'est un problème en nous-mêmes, en notre nous intérieur. Ça revient toujours au même, en fait. Le souci vient toujours de nous. Et vraiment, le plus gros truc qu'on peut faire, vous et moi, que ce soit crise d'angoisse ou tout ça, ce n'est jamais de rejeter la faute sur les autres. Ce n'est pas comme ça qu'on avance. C'est remettre, pas s'accabler et remettre la faute sur nous, mais se dire, ce n'est pas la faute des autres, c'est à l'intérieur de moi qu'il y a un souci. C'est là le plus gros. Et c'est hyper violent. Et c'est ce que je vis en ce moment. C'est qu'en fait, moi, tous les mecs que j'ai dans ma vie, que ce soit amical ou sentimental, avec les hommes, je suis horrible à des moments. Les garçons sont très gentils avec moi, mais des fois, je vais être très horrible. Et je me rendais pas compte à l'époque. Je trouvais ça normal. En fait, je me rendais pas compte que la personne... En fait, ça ne va jamais. Tu pourrais me dire je t'aime, que je dirais oui, mais il me dit je t'aime, mais ça se trouve, il ne pense pas. Il dit ça parce qu'il a fait une connerie, il essaie de se racheter. Jamais je vois du positif. Je vois du positif partout dans la vie. Moi, je suis quelqu'un de positif, qui a de l'intuition, que ça tout coule de source dans ma vie, je touche du bois. Ça va dans ma vie, sauf sentimental. Parce que je me pose des questions négatives et ça ne va jamais. Un pas gentil, je vais être là, je vais le savourer une minute, je vais être là, oh, il a été gentil. Et puis après, ouais, mais enfin bon, il était gentil, mais ça ne va jamais. Et je suis horrible à certains moments. Et en fait, le plus violent, c'est maintenant de me rendre compte, au lieu de jeter la faute sur les garçons, dire c'est tous des connards, même si je rigole et des fois je dis encore que c'est des connards, rejeter la faute et tout. Mais en fait, il faut revenir sur soi. Et maintenant, je me rends compte en fait des fois de mes actes, que je suis méchant et tout. Avant, je me rendais pas compte et c'est violent. Parce qu'en fait, tu te dis, mais mon Dieu, mais je suis monstrueux. C'est horrible. Être à ce stade-là, c'est horrible. Parce qu'en fait, tu ne peux plus légitimer tes actes parce que tu sais que tu es en tort. C'est horrible. Alors qu'avant, je pouvais qu'à lâche être méchant et je me dis, bah bien fait. Maintenant, je me dis, bah non, t'es pas gentil là. Et puis après, je culpabilise. Enfin bref. Voilà, c'est... Vous voyez, j'ai d'autres soucis à régler. Je vous ferai peut-être un truc sur la dépendance affective si ça vous intéresse. Mais je crois que j'en ai un peu parlé, mais je pourrais faire une vidéo complète. Ben moi, je trouve que depuis quelques temps, tes vidéos ont changé et tu fais plus rire. Ben, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire de me dire que je ne fais plus rire. Alors, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Parce que, en fait, j'en ai parlé à la psy une fois, j'ai eu peur. Et je disais à la psy, je dis maintenant que ça va mieux, est-ce que je vais arrêter les réseaux sociaux? Je dis parce que les réseaux sociaux, à la base, c'était un besoin de reconnaissance, un besoin de validation et un besoin de m'évader de ma vie qui n'allait pas. Et je dis maintenant que ça va mieux, est-ce que je vais arrêter les réseaux sociaux? Et elle m'a dit, je vous avoue, je me suis posé la question depuis quelques temps, mais en fait je me rends compte que la tournure que vous faites sur les réseaux, parce qu'elle regarde pas mes réseaux sociaux, mais je lui en parle de ce que je fais, comment je fais, que maintenant je fais des vlogs, je fais du voyage, je fais pas forcément que des trucs comiques chez moi à table, là comme ça, j'aime bien en faire, mais je lui dis, je commence à faire d'autres trucs. Et elle m'a dit, en fait, je me suis posé la question si vous alliez arrêter, et en fait pas du tout. Elle m'a dit, je pense que vous allez faire ce qui vous plaît et non ce qu'on attend de vous. Donc en fait, ce que tu viens de me dire, ça peut être vu comme une critique constructive, c'est vrai que peut-être que je fais peut-être moins rire, j'ai changé les choses, mais pour moi c'est un compliment, parce que ça veut dire que ça va mieux dans ma vie. Si les gens se rendent compte que les choses changent dans mes vidéos, c'est que ça va mieux. Donc moi, si ça vous plaît, comment je suis maintenant, que je pense comme je n'ai pas changé, je suis quelqu'un de drôle, enfin quelqu'un de drôle, je veux dire, je vais pas changer, si je suis drôle à vos yeux, je suis toujours drôle, mais je fais peut-être pas forcément que ça, parce que toute la journée, je suis pas là en train de faire le pitre chez moi. Il y a des moments où je suis sérieux comme là, mais si ça vous plaît, continuez, si ça vous plaît pas, vous pouvez partir. Alors avant, ça m'aurait vexé ce commentaire, ça ne me vexe pas. Depuis quelques années, c'est bien un truc que je travaille avec la psy, tout ce qui vient des réseaux sociaux ne me vexe pas. Je prends le positif, je ne prends pas le négatif. Là, c'est pas méchant, mais des fois, c'est très méchant ce que je reçois. De plus en plus, parce qu'en fait, je fais ce qui me plaît. Et je le remarque. Avant, je savais ce qui allait plaire. Je savais que si je faisais ça, ça allait marcher auprès de ma communauté, Alors je scénarisais pas mes stories ni rien, mais je savais que rester dans les codes, de vous faire rire comme ça allait marcher. Maintenant, je divague, je vois, j'ai fait le vlog Versailles, j'ai fait le vlog bateau, je suis allée en Jordanie, j'ai fait la Californie. Il y en a qui me disent, ah tu fais trop de vlogs, c'est plus drôle. C'est pas grave. Moi je vois ces commentaires, je souris et je me dis, bah je fais ce qui me plaît. Ça sert à rien de mettre des commentaires comme ça, enfin si vous voulez continuer, mais ça sert à rien parce que je n'arrêterai pas. Je vais pas me mettre à faire autre chose juste pour vous faire plaisir. Je fais ce qui me plaît. Donc je suis contente, ça veut dire que les choses changent, ça veut dire que ma thérapie marche, ça veut dire que ça y est, je fais ce qui me plaît. Voilà, tout simplement. Donc merci pour ton commentaire, ça ne va pas changer, mais en tout cas, voilà. Pas de questions, juste de l'amour, car je vais mieux grâce à ton livre qui m'a beaucoup aidé. Des commentaires comme ça vaut tout l'or du monde. Parce que je pensais pas, qu'en parlant de mes crises d'angoisse, la première fois, je me suis dit, les gens me prennent pour un taré, ils vont se dire, mais complètement dégénéré, celui-là, il sort plus de chez lui et tout. J'étais seule. J'avais l'impression que personne me comprenait. Mes amis, ils savaient comment j'étais, mais pouvaient pas me comprendre parce qu'ils ne vivaient pas ça. Et je me sentais vraiment, mais au fond du rouleau. Et en fait, petit à petit, quand j'ai commencé à parler de ça, il y en a plein qui me disent, mais quand tu parles que tu vas chez la psy, c'est génial, t'en parles comme si t'allais chercher ta baguette de pain, c'est super parce que on se rend compte que ce n'est pas une honte d'aller voir un psy et tout, mais ce n'est pas une honte de vouloir aller bien. Enfin, j'ai jamais compris. Ça n'a jamais été tabou pour moi. On a mal aux pieds, on va voir un podologue. On a le cerveau qui va pas, on va voir un psychologue. Point barre. C'est pas une honte, c'est pas être taré d'aller voir un psychologue, un psychiatre.
quoi. Et de recevoir des messages comme ça me touche parce que je me dis au moins j'ai réussi à faire quelque chose de beau sur les réseaux sociaux, j'ai peut-être réussi à aider certaines personnes à aller mieux et c'est le plus beau des compliments qu'on puisse me faire. Merci beaucoup. Parce que peut-être que vous avez l'impression que je vous ai apporté, mais vous m'avez aussi énormément apporté parce que je ne serais pas là aujourd'hui sans vous. Je n'aurais pas là une vie aussi belle, je ne pourrais pas autant voyager, je ne pourrais pas me faire des petits plaisirs, avoir cette maison achetée à Toulouse. Enfin, je veux dire, c'est extraordinaire. Alors, c'est aussi grâce à moi parce que je porte du contenu, je travaille tous les jours, je réfléchis, je fais des choses. Je sais que c'est quand même en partie grâce à moi, mais c'est aussi grâce à vous. Parce que si vous n'avez pas été là, tout ça n'aurait pas vu jour. Mes crises d'angoisse, je serais peut-être encore enfermée dans mes crises d'angoisse. Donc voilà, si je dois vous passer un message, vous n'êtes pas seul. On vit tous des moments tragiques dans notre vie. On vit tous des choses tristes, des choses qui peuvent nous arriver, des moments traumatiques, mais vous n'êtes pas seul. Ne croyez pas qu'il n'y a que vous qui subissez des choses. On subit tous des choses. Et malheureusement, le malheur des uns fait le malheur des uns fait le bonheur des autres, mais dites-vous qu'on est plein et qu'on peut se soutenir. Alors, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais si ce genre de vidéo déjà peut vous apporter du réconfort, je serais déjà content de me dire qu'il y a au moins ça. C'est pour ça qu'il fallait faire cette vidéo. Vous n'êtes pas seul, voilà. Et pensez à vous. Ne vous oubliez pas. Parce que quand on voit comment ça va mal en ce moment, la société, comment tout part en vrille, ne vous focalisez pas là-dessus, ne regardez pas les journaux, tenez-vous informés 2 minutes dans la journée de ce qui se passe dans le pays ou dans le monde, mais ne regardez pas des chaînes qui sont juste là pour vous détruire le moral. Faites ce que vous avez envie, vivez. C'est comme le Covid, le nombre de personnes qui sont tombées en dépression, le nombre de messages que j'ai reçus pendant les confinements, on essaye de nous dégommer complètement. Donc pensez à vous. J'étais à Miami quand là il s'est passé tout ce qui s'est passé là en ce moment avec les émeutes, tout ça. Je sais que c'est égoïste de ma part de dire ça, mais j'ai regardé, j'ai arrêté. Non, je préfère vivre dans l'insouciance comme un enfant parce qu'en fait on n'a qu'une vie et à un moment donné on finira par mourir le plus tard possible, j'espère. Mais vivons. Arrêtons de vivre dans la peur et de nourrir les médias, tous ces trucs qui nous plombent le moral, parce que c'est ça aussi qui crée des angoisses et tout. Vivez, ne vous oubliez pas. Ne vous oubliez pas. C'est le plus important. Voilà. Je vais arrêter parce que là, je vais faire que chialer, mais je vous remercie encore. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo un peu plus gaie, j'espère. Ah, Seigneur. Je vous fais de gros bisous, mes gousses d'ail. À la semaine prochaine. Alors là, tu as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, tu as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, tu as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.